Cher Jacques, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc je vous présente Jacques Millery, un ami qui est centralien, Centrale Paris, qui est un spécialiste de l'énergie. On est juste à côté de l'Institut français du pétrole à Rueil-Malmaison. C'est là aussi où tu enseignes, tu fais des recherches et tu enseignes. Et donc très grand spécialiste de l'énergie. Donc aujourd'hui on va vous parler de l'énergie, aujourd'hui et demain. Et on va essayer de vous donner quelques éclairages sur, parce qu'on entend beaucoup parler de changement climatique, de réduction de consommation d'énergie, de problématiques de mix énergétique dans certains pays ou autres. On va essayer de vous donner des éclairages sur tout ça et un petit peu de voir où est-ce que l'on va. D'abord Jacques, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est que l'énergie? Parce que parfois on fait des amalgames. L'énergie, déjà, c'est quelque chose de fondamental pour n'importe quelle civilisation, parce que la manière dont l'homme s'est toujours organisé sur Terre, ça a consisté en quoi? Ça a consisté déjà à aménager une organisation qui soit viable sur le long terme. Et donc, pour ça, il fallait apprendre à se nourrir, il fallait apprendre à se protéger, il fallait apprendre à se déplacer, avec au départ la simple énergie de ses mains. Là. Et puis petit à petit, donc en se posant la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait être plus efficace, justement, pour pouvoir avoir des sociétés de plus en plus compliquées, voire complexes. Oui. Et comment est-ce qu'on pouvait donc produire plus de nourriture, comment on pouvait se déplacer plus loin, comment on pouvait produire plus d'infrastructures en fait. On commence à tout processer en fait. Donc petit à petit en fait, je dirais, on a mis en place en fait des organisations humaines de plus en plus sophistiquées, en étant capable d'utiliser les ressources qui étaient autour de nous. Et les ressources qui étaient autour de nous, le moyen de les utiliser, ce n'était pas de les utiliser de manière brute, ce n'était pas simplement de se mettre en dessous d'un arbre parce qu'il y avait de l'ombre, c'était effectivement de pouvoir les utiliser comme ressources qu'on allait transformer dans notre intérêt. Les dompter en fait. Les dompter. Ouais. Et pour les dompter, il faut de l'énergie. Ouais. Donc au départ, il faut... on a l'énergie de ses bras et de ses jambes. Oui. Et puis donc petit à petit, l'homme, il a commencé à accentuer, je dirais, le besoin en énergie justement pour pouvoir faire des choses de plus en plus compliquées. Et s'est dit, peut-être que si j'utilise l'énergie des animaux, ça va être intéressant aussi. L'énergie des cours d'eau, l'énergie du vent, avec les premiers moulins. Les moulins, voilà. Exactement. Et puis, et donc petit à petit, on est arrivé dans une société qui en fait est de plus en plus complexe parce que elle est capable finalement de mettre en place de plus en plus de services et des organisations en fait qui permettent de gérer de plus en plus de personnes. Comment? En transformant des ressources. Donc notre grande machine en fait humaine aujourd'hui, c'est quoi? C'est une espèce de grosse mécanique dans laquelle finalement on injecte des ressources naturelles qu'on transforme à partir d'énergie. Oui. On garde une petite partie de ces ressources transformées pour pouvoir agrandir l'usine. C'est ce qu'on appelle les immobilisations. Oui, oui. Et on en sort quelque chose en fait qui est un produit ou un service qu'on a décidé en fait d'obtenir parce qu'on lui accorde de la valeur. Et donc aujourd'hui en fait, on ne sait pas faire tourner une société, on ne sait pas s'organiser sans constamment transformer les ressources grâce à l'énergie. Oui, exactement. Voilà. Et on parle souvent effectivement de sociétés, je dirais, avec la production de capital immatériel et de services, mais il faut se rendre compte que de la même manière, pour produire n'importe quel service, on va utiliser les ressources qui nécessitent de la transformation et qui nécessitent de l'énergie. Lorsqu'on parle du cloud, par exemple, le cloud, c'est pas un espèce de truc immatériel. Ouais. Le cloud, c'est très très matériel, des data centers aux quatre coins du monde. Et très énergétivore. Qui consomment énormément d'énergie. Oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 15% de l'électricité mondiale qui est consommée rien que pour les réseaux télécoms. Ouais. Et que, donc ça, c'est sans rajouter ce que consomment les terminaux, uniquement les réseaux télécoms. Et on estime en fait qu'à l'horizon 2040-2045, on arrivera à peu près 40% de l'électricité mondiale. C'est colossal. Dédiée en fait à la gestion des réseaux. Ah oui, c'est colossal. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez colossal. Et donc notre société, il faut se rendre compte qu'elle a progressé toujours en étant capable de trouver des sources d'énergie de plus en plus efficaces et de les exploiter au mieux. Oui. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on sache produire plus de valeur
Oui, pour la même quantité d'énergie. pour le même grain d'énergie. Voilà. C'est ça qui est... Que, un truc qui est amusant et qu'il faut garder en tête, c'est que par exemple le paysan indien, en fait, quand il a sa charrue avec sa vache devant lui, la valeur qu'il est capable de créer, c'est à peu près, je dirais, $1 pour 1 kWh d'énergie. C'est à peu près la même valeur que ce qu'on va créer dans un système industriel moderne. Sauf qu'on a concentré énormément de moyens. Exactement. Voilà. Mais, c'est-à-dire qu'en fait, mais finalement, on ne fait pas mieux. Voilà. C'est-à-dire qu'on est simplement capable aujourd'hui de faire tourner la machine plus vite et plus fort. Oui, mais c'est toujours en fait la même efficacité à travers de la manière dont on va utiliser cette énergie pour transformer les ressources qui nous intéressent. Et d'ailleurs, je dirais, pour ceux qui suivent les travaux de Jean Covici et du Shift Project, il y en a beaucoup qui vont être familiers avec la droite qui montre comment est corrélée à travers les âges l'évolution en fait, du PIB, donc l'ensemble de la valeur ajoutée qu'on est capable de produire, avec la consommation d'énergie. C'est corrélé à plus de 80 ou 90%. Hein. Ah, c'est à plus de 90%. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que le taux de régression doit être à 0,97 ou 0,98. Donc c'est quelque chose de... Et moi, j'observe très attentivement la courbe qui est exponentielle en Chine, alors qu'elle est linéaire en Inde, de la production-consommation d'énergie par rapport au PIB. Et effectivement, c'est quasiment l'une sur l'autre. Oui, tout à fait. Voilà. Donc en fait, ils savent très bien que s'ils veulent continuer à se développer, il faut mécaniquement qu'ils installent en permanence des nouvelles sources d'énergie. Il y avait une étude qui montrait il y a 3-4 ans que pour faire face à la nouvelle demande énergétique, électrique, c'est là où tu feras la différence d'ailleurs tout à l'heure, de la Chine, il faudrait poser une centrale nucléaire par mois pendant 20 ans. Alors, pour faire face aux besoins en fait, qu'ils projettent. Il faut voir quand même qu'effectivement, jusqu'à il y a pas très longtemps, la Chine, elle ouvrait une nouvelle centrale au charbon tous les 15 jours. Hein. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors maintenant, ils deviennent plus vertueux dans les nouvelles installations, pas dans les existantes. Oui, tout à fait. Il y a encore 75% de l'énergie qui est faite au charbon là-bas. De l'électricité. Oui, de l'électricité, pardon. Parce que c'est le kilowattheure le moins cher du monde. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Et parce que ça permet aussi d'exploiter des ressources locales. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder en compte. C'est une des rares ressources qu'ils ont. La Chine a quand même du pétrole. Hein. Mais ils ont beaucoup de charbon. Ils ont beaucoup moins de pétrole que ceux dont ils auraient besoin. En revanche, ils ont beaucoup de charbon. Ils ont à peu près, ils ont des réserves qui sont entre 80 et 90 gigatonnes équivalent pétrole de charbon. C'est sur place, pas de coût de transport, exactement. Et c'est très facile à rouler. Exactement, et ça coûte rien. Voilà. Alors donc énergie, qu'est-ce qu'on met dans toute l'énergie? Alors ce qu'on met dans toute l'énergie, c'est justement tout ce qui permet de transformer en fait des ressources. D'accord. Voilà. Donc ce n'est pas du tout du tout que l'électricité, justement. C'est pas que l'électricité. Voilà, c'est ça où on fait un amalgame. C'est-à-dire qu'en fait, les sources d'énergie, c'est quoi? C'est déjà, la plus simple, la plus ancienne, c'est l'énergie animale. Hein. C'est en fait les muscles. Nous aussi. Exactement. C'est l'énergie qu'on est capable de développer en tant qu'être vivant. Après, je dirais, une autre énergie qui est utilisée depuis très longtemps, c'est la biomasse. C'est effectivement aller récupérer du bois pour pouvoir se chauffer, faire la cuisine. Oui, c'est ça. En obtenant en fait de la chaleur, donc des capacités de transformation. Ça a duré des centaines et des centaines d'années. Tout à fait. Et c'est encore une grande partie de ce qu'on appelle biomasse en fait aujourd'hui. C'est effectivement l'utilisation dans les pays pauvres de bois pour faire la cuisine et se chauffer. C'est une ressource juste à côté de la maison. Tout à fait, tout à fait. Qui d'ailleurs au passage n'est pas toujours renouvelable, parce qu'il faut garder en tête que si on ne considérera la biomasse comme une énergie renouvelable qu'à partir du moment où ce que l'on consomme pendant une certaine durée peut être régénéré au même endroit pendant la même durée. L'ONF fait un très beau boulot en France. Donc, voilà. C'est-à-dire que si on a une forêt qui grossit et si ce que l'on consomme correspond à l'accroissement du volume de bois produit dans l'année, il n'y a pas de problème. On a à ce moment-là un système stable et qui est, c'est une vraie gestion de façon renouvelable. Si on consomme du bois, ce qui est le cas dans un paquet de pays du monde, en faisant de la déforestation de masse, à ce moment-là, on a de la biomasse qui n'est pas renouvelable. Et c'est malheureusement encore une grande partie de la biomasse. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand on fait les calculs sur des études de masse au niveau mondial sur la proportion de renouvelables au niveau de la biomasse, on ne sait jamais trop où mettre le curseur exactement. Et donc là-dedans, dans les énergies, nous avons l'énergie électrique. Tu peux nous dire en France, justement, comment on produit tout ça et comment on le consomme? Voilà. Alors on peut donner quelques ordres de grandeur tout d'abord, pour justement, parce qu'on poser le décor. Oui, parce que
on mélange souvent plein de formes d'énergie, donc dans les énergies, comme je disais tout à l'heure, au-delà de la biomasse, on va avoir toutes les formes d'énergie utilisées de manière moderne, donc les énergies qu'on appelle primaires, c'est-à-dire en fait la matière dont on va tirer directement en fait de l'énergie. Donc il y a le charbon, les hydrocarbures avec pétrole et gaz de toute nature. Après il y a le nucléaire et puis il va y avoir l'hydraulique, l'éolien, le solaire principalement. Tu fais rentrer l'hydrogène dedans? Après il y a des choses un peu plus exotiques. L'hydrogène n'est pas une source d'énergie parce qu'il y a très peu de réservoirs naturels d'hydrogène à exploiter sur Terre. C'est infime. Donc l'hydrogène va être un vecteur de transport de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser une énergie primaire pour pouvoir transformer soit de l'eau, soit du méthane et en faire de l'hydrogène. Et donc à partir de là, avoir finalement quelque chose qu'on pourra réexploiter pour obtenir de l'énergie plus tard. Mais donc ça se fait comme dérivée seconde en fait. Est une énergie secondaire et pas une énergie primaire. D'accord. Et donc pour donner quelques ordres de grandeur, aujourd'hui en fait la consommation d'énergie mondiale, une énergie primaire, c'est à peu près 15 gigatonnes équivalent pétrole, 15 milliards de tonnes équivalent pétrole. Là-dedans, la France représente environ 250 millions, à peu près 250-270 millions, 250 millions à peu près. Est-ce que c'est à peu près en proportion de la population finalement? C'est à peu près en Parce qu'on fait 0,8% de la population du PIB. Non, parce que notre PIB est assez puissant. C'est un mix, PIB population. Parce qu'on n'est que 0,8% de la population mondiale en fait. Et du fait qu'on est aussi, on ne fait pas partie des pays développés les plus industrialisés. Donc on a encore des marges de progression dans nous. Non, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la moyenne des pays industrialisés, on va peut-être consommer un petit peu moins par habitant en énergie primaire que dans les pays qui ont en fait une forte proportion d'industrie comme la Chine par exemple. Bien sûr. Nous on a beaucoup de services dans notre PIB, énormément de services. Alors oui, mais qui correspond finalement à l'énergie qui a pu être consommée par ailleurs. Voilà, parce que derrière, lorsqu'on fait appel en fait, à des services sur un réseau, de données, par exemple, c'est des data centers qui peuvent être ailleurs dans un autre pays et qui vont consommer de l'électricité. C'est même un vrai débat en ce moment sur nos données, qu'elles soient rapatriées sur notre sol. Exactement. En fait, on ramène le virtuel sur le sol. C'est ça qui est assez intéressant. C'est un peu le même débat que celui sur le carbone, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le carbone qu'on relâche dans l'atmosphère par rapport à des activités qu'on a sur un territoire, donc les activités économiques en France, ce qu'elles vont relâcher directement comme carbone, par les transformations qui se font sur le sol français. Et puis il y a le carbone induit par justement tout ce qu'on utilise pour nos activités. Et donc lorsque l'on externalise tout un tas de productions, ou alors la partie d'une chaîne de valeur, le carbone en question, il va être rejeté à l'endroit où est produit en fait la pièce pour automobile ou pour avion ou la consommation électrique du data center. Et donc il faut bien séparer effectivement l'empreinte carbone que peut avoir un pays par les transformations qu'il réalise sur son territoire et l'empreinte carbone induite que peuvent avoir tous les habitants d'un pays par leur mode de vie et ce que ça implique comme ensemble des transformations dont ils bénéficient pour leur mode de vie. Situés partout dans le monde. C'est un peu plus subtil que ça finalement. Et donc finalement, on est nous-mêmes responsables d'une partie significative du carbone rejeté en fait dans les pays industrialisés récemment, auxquels on a sous-traité une partie de la production. Quand on sous-traite toute la production en Chine, notamment les Américains, c'est les plus gros acheteurs de matériel chinois, où nous, sur la pharma, avec la Chine et l'Inde, on est aussi co-responsables. Tout à fait. Et donc une chose intéressante effectivement est de voir que ça fait que c'est cette chose-là qui fait que l'énergie qu'on va consommer sur place peut ne pas toujours être aussi importante, ou peut être plus importante que la moyenne par habitant par rapport au PIB, selon effectivement les niveaux d'externalisation de la chaîne de valeur. Donc en France, on consomme à peu près 250 millions de tonnes équivalent pétrole par an. Donc ça, c'est l'énergie primaire. Donc il faut se rendre compte que ça, c'est ce qu'on consomme. On en produit beaucoup moins. On va en produire qu'entre 130 et 140 millions de tonnes équivalent pétrole. Une balance déficitaire là. Une balance déficitaire, une grosse balance déficitaire.
Sachant qu'en plus, sur les 130 millions de tonnes équivalent pétrole qu'on produit, il y en a 110 qu'on produit, c'est en énergie primaire qui est en fait de l'énergie nucléaire. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si on enlève l'énergie nucléaire, il Ah, nous en reste 20 ou 25 on sur. est très dépendant. On a à ce moment-là 90% de dépendance Ouais, c'est énergétique. ça. Oui. Voilà. Donc si je résume, Ça, voilà, faut bien qu'on en on ait a- conscience en fait. donc on a besoin de 250. Pourquoi on a besoin de 250 de primaire? Parce qu'en fait, avec tous les pertes, Oui. parce que c'est des rendements des machines de Carnot après, hein, c'est-à-dire Oui. qu'en fait, chaque fois qu'on fait des transformations, pour passer d'une énergie primaire à Et une oui. énergie secondaire, parce que l'électricité, ça ne pousse pas dans la nature, Non. il faut la créer notamment, ou lorsqu'on produit de l'hydrogène, ensuite, on a des pertes. Mm. Donc entre l'énergie primaire que l'on consomme et l'énergie ressort. finalement secondaire, voire l'énergie Utilisable. utile qu'on va Oui. finalement Oui. utiliser concrètement, là on est à peu près, on est plus de l'ordre de 150 millions Ouais. de tonnes équivalent pétrole. Ouais, Donc c'est- il y en a 100 c'est perdus au colossal. passage. Il C'est faut quand même s'en colossal. rendre compte, hein. Ah ouais, Mais on a besoin des 250 Ouais. du coup. ouais, ça fait 40%. Voilà. Donc, on a besoin des 250. Sur les 250, on en produit 110 par le nucléaire, on en Ouais. produit 20-25 par le reste. Ouais. Et puis on achète tous les Et quarts. le reste, c'est l'import. Tout ça pour pouvoir en consommer 150. Oui. Pour pouvoir en utiliser 150. Mm. Et ces 150 millions de tonnes équivalent pétrole, pour donner encore là des ordres de grandeur, on va avoir grosso modo 30% de ça qui va servir à la mobilité. Oui. Ah, Donc, qu'est-ce que tu mets dans la mobilité? C'est c'est le transport. avion, voiture, transport. principalement, Transport de toute nature. bus, tout ça. Transport de toute D'accord. nature. On va Ok. avoir à peu près 30%. 30%. 25% c'est pour les usages du particulier. Oui. Ah. Donc les téléviseurs et tout ça, les choses Voilà, comme ça. exactement. Ok. Le chauffage. Ensuite, D'accord. là, je parle de toute forme d'énergie, hein, Oui. de nouveau. Hein, Oui, on oui. parlera après de l'électricité. Oui. 25% pour les usages industriels. Ah. Oui. Et 25% et 15% pardon, pour les usages tertiaires, donc dans les bureaux. D'accord. Donc après, il doit nous rester, si les comptes sont bons, il doit rester un petit 5%, ça doit être l'agriculture ou des choses comme ça. Ouais. Donc en Donc, fait, ça les veut dire transports qu'on a- pèsent très lourd. Transport très lourd pèse 30% de l'énergie utile que l'on utilise. Ouais. Et 65% qu'on va retrouver. Et dans les 65%, ce qui est intéressant, on va retrouver chez les particuliers, dans l'industrie et dans le tertiaire, en fait, le gros des troupes, Oui. c'est-à-dire 50%, pas la moitié, mais 50 points de ces 65 points. Donc ça fait 37, Donc ça, voilà. ça fait 32, 35, Ça fait, ouais. euh, Ouais, à peu donc, près, donc oui. le gros, fait le gros des descendre. troupes de ces Ouais. 65% Oui. va être utilisé pour faire du chaud et du froid. Ouais. Pour C'est-à-dire notre qu'en confort, fait, le chauffage en- et la clim. en France, il y a si on cumule le résidentiel, Les bureaux. l'industriel et les bureaux, Ouais. on n'a pas loin de la moitié en fait de l'énergie qu'on utilise qui sert à faire du chaud et du froid. Ouais. D'où C'est l'importance. colossal. D'où l'importance effectivement de tous les débats qu'on peut avoir Ouais. aujourd'hui sur l'isolation des bâtiments, sur On a des marges de les- manœuvre énormes là exactement, en fait. la rénovation des systèmes de chauffage. Oui. Voilà. Oui. Euh, L'efficience, apporter l'efficience à tout ça. exactement. La manière dont aussi le développement de la climatisation peut faire tiquer certains parce que voilà, c'est des besoins en énergie non négligeables. Les États-Unis sont très Voilà. énergétivores là-dedans. Voilà. Donc ce qu'il faut Donc, retenir, ce qui veut dire, qu'en c'est fait, qu'il y a un gros tiers sur le transport. Bah. Sur l'autre reste, il y a la moitié de ça, c'est-à-dire un autre tiers sur chaud et froid. non, pas la moitié de ça. En fait, Sur on les a 60. sur les 150 millions de Oui. tonnes équivalent pétrole Oui. d'énergie finale qu'on utilise, en fait, il y a un tiers transport Ouais. et la moitié chaud et froid. Ouais. Voilà, pour résumer. Et le reste, c'est en fait des processus industriels principalement. Donc ça donne quelques Ouais. ordres de grandeur. Et alors après, il faut se rendre compte qu'effectivement, l'électricité en fait, qu'on produit va surtout servir pour le chaud et le froid, et puis les appareils d'éclairage, Ouais. et un petit peu en fait sur certains processus industriels, voilà, mais très peu pour la mobilité. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, le tiers en fait, de l'énergie finale, donc à peu près 50 millions de tonnes équivalent pétrole, qu'on utilise pour la mobilité, pour les transports, aujourd'hui c'est 93% d'hydrocarbures. Voilà. Et ça,
c'est à peu près ce qu'on retrouve dans le monde entier. Hein. Oui, C'est-à-dire que on la n'est pas une exception mobilité, du on ne tout, sait ouais. pas la faire sans hydrocarbures aujourd'hui. Oui, oui. Pourquoi? Parce que on n'a rien trouvé de mieux encore qu'un litre d'essence ou un litre de diesel en termes de concentration d'énergie. Bien sûr. Ouais, Et puis on est ultra structuré sur ces phénomènes-là, sur toutes ces filières-là. Donc pour l'instant, c'est ce qui est le plus, pas le plus rentable, mais le plus efficient en termes d'investissement et retour sur investissement par rapport à l'énergie produite. C'est l'énergie transportable la plus concentrée qu'on sait manipuler. Voilà, c'est ça. Voilà. Faut quand même se rendre compte que voilà, dans un litre d'essence, en fait, il y a de mémoire autant d'énergie. Si on fait un petit calcul, pour avoir l'équivalent, en fait, on est obligé de faire pédaler des dizaines de personnes, en fait, pour un litre d'essence pendant, oui. pendant plusieurs jours. C'est une énergie très concentrée. Oui, parce que je dirais, nous, on ne sait en fait déployer au maximum de l'effort qu'on peut réaliser physiquement en tant qu'esclave, si je puis dire, une puissance de 500 watts instantanée. 500 watts, c'est rien. Oui, par rapport à... Voilà, 500 watts, c'est rien. C'est même pas de quoi cuire un poulet, hein, puisque un four, il faudra jamais mettre un kilowatt. On le voit, les jeunes qui pédalent dans les gares pour recharger leur téléphone. Hein. Et 500 watts, c'est ce que va développer un coureur du Tour de France au moment où il arrive sur la ligne d'arrivée, sur le sprint final. Sinon, il sera en moyenne à 200-250 watts. Bien sûr, voilà. c'est pas tenable. Ce qui est déjà énorme. Par rapport à la puissance en fait, qui est développée ne serait-ce que par une voiture, c'est juste colossal. Il faut se rendre compte que, du coup, la puissance qu'on injecte en fait dans un réservoir de voiture quand on fait le plein pendant 2 minutes, si je prends le volume d'énergie qu'on met dans le réservoir divisé par le temps pour recharger la voiture, il est colossal. C'est 20 gigawatts. C'est 20 mégawatts. Oui, c'est colossal. 20 mégawatts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'équivalent de 20 000 fours électriques qui fonctionneraient en même temps pendant 2 minutes. On s'en rend pas compte. Pendant les 2 minutes où on recharge notre voiture. Et ça, faut le garder en tête parce que pour qu'une voiture, en fait, on puisse la recharger en 2 minutes et quelle est l'autonomie qui est là, il faut donc mettre pendant ces 2 minutes une puissance de 20 mégawatts pour la recharger. Si la voiture elle est électrique et pas à essence, c'est tout l'enjeu des superchargeurs. Il faut mettre la même puissance si on veut la recharger en 2 minutes. Bien sûr. Ou alors il faut mettre un dixième de la puissance qui fait déjà 2 mégawatts si on veut la recharger en 20 minutes. D'où ce qui montre effectivement tous les problèmes qu'on a à résoudre en fait, aujourd'hui pour pouvoir installer en fait, des réseaux de charge rapides. Et bien sûr. Parce que ça demande énormément de puissance, parce que pour remplacer l'essence et le pétrole qui sont extrêmement concentrés en énergie, ça se fait pas comme ça en un coup de baguette magique. Nos infrastructures immobilières aujourd'hui ne sont pas dimensionnées dans l'arrivée de l'électricité à mettre des superchargeurs pour tout le monde. Alors le réseau de transport de RTE, il faut bien séparer les deux. Il l'est. Le réseau de distribution ne l'est pas. Voilà. Les derniers mètres, en fait, c'est comme dans le transport, en fait, c'est le dernier kilomètre. Exactement. Voilà. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le passage en basse tension. En fait, le réseau de basse tension, c'est-à-dire que jusqu'au réseau de moyenne tension, on sait absorber en fait, des pics de puissance assez importants. Mais après, Et d'ailleurs, des choses assez amusantes. On s'était amusé comme ça, quand j'étais chez Capgemini, à calculer sur le réseau canadien, qui est à peu près équivalent en fait, au réseau français, à partir de quel pourcentage de véhicules électriques dans la population on courait un risque de faire tomber complètement le réseau si tout le monde rechargeait ensemble son véhicule le soir en rentrant du bureau, et en fait c'était 10 à 11%. Il suffisait que 10 à 11% des véhicules soient des véhicules électriques rechargeables, que chacun finalement très peu. En se pluguant en rentrant du bureau, on pouvait faire tomber le réseau canadien avec ça. Ce qui est très peu. Et ça montre justement la nécessité d'être capable, comme on est obligé d'apporter beaucoup de puissance ponctuellement auquel on n'était pas habitué, de pouvoir gérer ça intelligemment. C'est plus de la régularité, c'est de la puissance à un instant T. Voilà, et dont on ne sait pas trop à la base quand est-ce qu'elle risque d'être tirée. Et donc ça crée des problèmes en termes de gestion des équilibres électriques, et c'est ce qui fait d'ailleurs que la production, c'est pour ça que les smart grids c'est un gros enjeu, parce que là où avant on avait finalement de la production d'électricité centralisée à un certain nombre de centrales, et puis des comportements de consommateurs assez réguliers et modélisables, on pouvait moduler finalement de production assez facilement, et pouvoir donc avec ça, je dirais,
desservir tout ce qui va les Et servir. au cas où on allume une centrale à gaz pour Exactement. voilà. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, on a. Ça devient volatile. Ça devient volatile de tous les côtés. C'est-à-dire Mm. qu'en fait, on a de la production centralisée, y compris des énergies renouvelables, qui elles sont ce qu'on appelle l'énergie fatale, c'est-à-dire qu'en fait c'est non pilotable, c'est-à-dire que quand il y a du soleil, Non on a pilotable, du jus, non stockable. quand il y a non stockable, on a de la production décentralisée en plus tout au long du réseau d'énergie renouvelable aussi, non pilotable, et on a des comportements consommateurs qui peuvent induire en fait des demandes de puissance, notamment de véhicules électriques, très importantes. Là aussi, en fait, on accélère le nombre de pics. Voilà. Donc c'est pour ça que les réseaux en fait électriques qui autrefois étaient assez simples à gérer de manière descendante, on est aujourd'hui obligé de mettre autant d'intelligence que ce qu'on peut avoir dans un réseau télécom pour pouvoir les gérer en temps réel, en agissant à la fois sur l'offre et la demande. Et c'est ce qui en fait la complexité, et c'est ça tous les enjeux des smart grids. Alors, tu vois ça comment, tu vois l'évolution comment, et de la demande et de la production, pas 1 an ou 2 ans, mais sur 20 ans. Alors, tu le sens comment, cette évolution-là? Alors déjà, il faut se rendre compte, par ce que je viens d'expliquer, qu'on reste très dépendant des hydrocarbures. Oui. On ne peut pas changer de modèle du jour au lendemain. On ne peut pas changer de modèle du jour au lendemain parce que la durée de vie des infrastructures et des appareils qu'on utilise, elle est énorme. Et elle est amortie pour la plupart. Et dans tous les pays. Hein. C'est-à-dire qu'à la limite, même si on se dit, nous en Europe, allez, nos voitures on les change tous les 7 ans, le vieux camion diesel qui consomme beaucoup et qui pollue pas mal et qui est là depuis 30 ans au fin fond du Brésil ou de l'Inde, il sera encore là dans 30 ans. C'est possible. Et il consommera toujours autant. Oui. Et on ne saura pas rendre le service qu'il rend autrement. Donc il y a un vrai enjeu, je dirais, sur effectivement le pétrole dans les décennies à venir, sachant que de toute façon l'enjeu il est sur la maîtrise de l'énergie de toute nature, parce que lorsqu'on regarde en fait à horizon 30 ans, 50 ans, les besoins en énergie sont tels avec parce que nous, pays matures, ça évolue pas tant que ça. Mais les pays en train de grandir, quand on voit la Chine qui a 10 000 $ de PIB par habitant, nous on en a 40 à 45 000, ils vont tendre vers nous. Donc en fait, ils vont avoir, on peut modéliser le besoin par contre, au niveau mondial. Ce qu'on sait dire par exemple aujourd'hui, pour un ordre de grandeur à garder en tête, chaque fois que la population augmente d'1%, le besoin d'énergie augmente de 2%, et le besoin d'électricité augmente de 3%. Avec le rythme qu'on a. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'évolution des activités humaines à prévoir, ne serait-ce qu'à cause de l'évolution de la population et le développement de tous les pays en développement en fait, actuel, qui progresse, on se retrouve en fait avec un momentum extrêmement important qui fait que les besoins en fait en énergie pour les 30 ans à venir, on peut les évaluer à peu près à 600 gigatonnes équivalent pétrole, grosso modo. Et donc pour pouvoir trouver ces 600 gigatonnes équivalent pétrole, on va avoir besoin de toutes les formes d'énergie. On ne le fera pas injuste, il n'y a pas de miracle. Donc on va avoir besoin du pétrole, on va avoir besoin du gaz, on va avoir besoin du charbon. Les éoliennes ne feront pas tout. Les éoliennes ne feront pas tout. Ça c'est sûr. On va avoir besoin du nucléaire. Et donc après la question est de savoir comment est-ce qu'on gère ça intelligemment, de façon à, ce besoin… Il y en a qui sont stockables, d'autres pas. Voilà. Et de façon à ce qu'on fasse le mix le moins, je dirais, dommageable possible. Pour l'environnement. Pour l'environnement. Oui. Voilà. Donc en favorisant certains comportements par rapport à d'autres. C'est-à-dire que derrière, je dirais, il y a largement assez de réserves en énergie pour aller dans les 30 ans chercher les 600 gigatonnes équivalent pétrole dont on a besoin. Le problème, c'est que si on fait tout ça au pétrole ou au gaz, c'est pas bon du tout pour la planète. Bon du tout pour la planète. Et puis aussi, une deuxième chose qui va être importante, c'est de gérer le timing de la manière dont on récupère cette énergie. Et on l'a vu là notamment avec la crise du Covid. La crise du Covid a fait qu'on a eu une chute énorme de l'activité, ne serait-ce que parce que quand les gens ne se déplacent pas, il y a 30% d'activité en moins, 30% de l'énergie utilisée qui est pour le transport. Donc, on a vu le prix du pétrole s'effondrer, même avec un prix négatif, on payait les acheteurs pour stocker le pétrole en mer. Tout à fait. C'est du jamais vu.
Moins 37 $. Oui, tout à fait. Les Texans, ça les a un peu choqués. C'est du jamais vu parce qu'effectivement, il fallait les capacités de stockage étaient bien sûr étaient saturées. Alors on avait déjà des capacités de stockage qui étaient saturées au moment de la crise financière avec des supertankers qui tournaient en rond dans la baie de Singapour et puis en Norvège là aussi, dans les années 2008-2009. Là, effectivement, le phénomène s'est amplifié parce que ça a été encore plus brutal. Mais il faut voir quoi? Il faut voir que donc, globalement, cette chute en fait, de l'activité économique qui a fait donc, baisser les besoins en énergie, puisqu'on transforme moins de choses, font que, je dirais, le cours du pétrole a baissé, le cours du gaz a baissé, et donc ça a rendu moins intéressant d'investir pour aller chercher du pétrole supplémentaire et du gaz supplémentaire. Tout est un jeu d'investissement. Voilà. Et en dessous d'un certain seuil, on n'investit plus. Tout à fait. Donc ça, c'est pas bon du tout. Parce qu'on ne prépare pas l'avenir, ce qui veut dire que les infrastructures vieillissent, il peut y avoir des accidents. Le cas extrême, c'est le Venezuela. Et après, quand il faut réinvestir en urgence, ça coûte une fortune. Alors, justement, en termes d'investissement, il faut se rendre compte de la chose suivante, c'est que si effectivement on a toute l'énergie qui va bien pour résoudre nos besoins en énergie pour les 30 ans à venir, il y a une question de mixte et il y a une question de timing. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller chercher cette énergie. Et cette énergie-là, il y a tout un tas d'endroits où elle va être de plus en plus chère, au sens où elle va demander de plus en plus de moyens pour aller la chercher. C'est pas tant un souci que ça, parce que si le pétrole monte à 200 $, on saura encore faire tourner notre économie. Il y a plein de pétrole au fond des océans. Le problème, c'est les éléments déclenchants pour pouvoir aller chercher ce pétrole pour lesquels il faut plus de moyens pour aller chercher. Et le récupérer à un timing où c'est intéressant de le récupérer. Et ça aura des très grosses conséquences sur les chaînes de valeur. Ça aura de très grosses conséquences sur les chaînes de valeur. Aujourd'hui, un des problèmes qu'on a, et le Shift Project l'a montré récemment en fait, dans son étude consolidée en fait, sur la disponibilité des réserves pétrolières à court terme, on voit qu'on a passé en fait le pic. Le pic sur le pétrole traditionnel, en fait, y compris dans des pays où on ne s'attendait pas à ce qu'il soit passé, comme la Russie. Oui, ce qui est principalement producteur de gaz, il faut le rappeler. Et donc, le seul moyen à court terme de compenser en fait, le gap entre ce que vont savoir produire dans la prochaine décennie les installations de pétrole traditionnelles et nos besoins, c'est en fait le pétrole de roche-mer, pétrole de schiste, produit notamment par les Américains. Le problème, c'est que ce pétrole de roche-mer, pour l'instant, il est lié à des décisions extrêmement politiques, puisqu'il a un prix de revient qui est à 50 $. C'est stratégique. Donc il y a d'autres éléments qui rentrent dans l'équation. Donc en fait, les producteurs en fait, de pétrole de roche-mer aujourd'hui ne sont pas viables. Non. Et on les laisse simplement effectivement faire l'activité parce qu'ils ont accès à des capacités de financement extrêmement généreuses. Exactement. Pour des raisons politiques, parce que ça permet aux Américains le politique est derrière. De garantir en fait, leur indépendance en fait, énergétique. Oui. Simplement, voilà, on est au bon vouloir de décisions politiques en fait, sur ce pétrole de roche-mer pour maintenir l'équilibre entre offre et demande à court terme dans le monde en termes de pétrole. Et s'il n'y a pas ça, ça va être compliqué parce que le fait qu'on ait un prix du pétrole bas a engendré, je dirais, une réduction drastique de tous les efforts en fait, de recherche pour pouvoir exploiter en fait, des nouveaux gisements pour lesquels en fait, effectivement, on va aller chercher du deep offshore ou du pétrole de schiste par ailleurs, avec des prix de revient qui sont à 50, 60, 70, 80 $. Et déclencher ces investissements-là pour aller chercher ce pétrole-là, ça prend toujours du temps. Ça veut dire l'inertie est très longue. En fait. Exactement. Et donc, ce qu'on n'a pas déclenché en fait en 2019 et en 2020, ça aura des conséquences dans 5 ans. Ça aura des conséquences dans 5 ans. Or, dans 5 ans, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même une continuation de la reprise de l'activité économique, parce qu'on a vu que finalement, tout le monde cherchait à repartir comme avant. Là. Et oui, bien sûr. Et donc, ça risque de créer des tensions, parce que, si on résume, les gisements traditionnels, en fait, sont sur la pente descendante. Les nouveaux investissements n'auront pas été déclenchés en 2019-2020 pour pouvoir avoir de nouveaux gisements parce que les prix du pétrole sont trop bas pour que ça rende ces investissements rentables. Et donc le seul moyen de couvrir ce gap est sur le pétrole de roche-mer existant aux États-Unis qui dépend de décisions politiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement il va y avoir tout un jeu géopolitique d'accès à l'énergie et on voit déjà que ça se sent déjà. La Chine commence à prendre ses marques. Alors peut-être également, ils ont déjà commencé depuis un bout de temps, on voit également qu'un Poutine, quand il a besoin d'argent pour financer le renouvellement de son armée ou la modernisation de son armée, il perce. À chaque fois qu'il perce, il trouve, mais en même temps, il tape dans ses réserves.
Voilà. Tout à Donc fait. ces réserves s'appauvrissent de plus en plus. Et de la même Et- manière, côté chinois, on voit en fait Oui, plusieurs oui. choses. C'est d'une part C'est un monopoly mondial. c'est un jeu de go mondial effectivement, Oui, c'est ça. où la Chine a commencé à poser ses pièces maintenant Bien sûr. effectivement du côté Notamment du Afrique. Golfe, Oui, pour pouvoir sécuriser Oui, oui. les approvisionnements du Golfe. Et puis commence aussi à voir comment s'affranchir du dollar. Aujourd'hui en fait il y a la dédollarisation de l'économie. il y a 10% aujourd'hui Oui, ça commence. des volumes de pétrole échangés Voilà. qui sont en fait Non pas libellés en dollars. libellés en dollars, mais en yuan, En cotés yuan, en fait exactement. sur la bourse chinoise. Ça, c'est le début. Et Ouais. ils sont en train de développer de plus en plus leurs échanges commerciaux avec la Russie en autre que le dollar, le rouble et Tout à le fait. yuan. Tout à fait. Dernière question. Ouais. C'est rien, ce sont des golfeurs, leurs balles partent de l'autre côté du grillage. Non, dernière question, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, ça c'est des sujets absolument passionnants. Dernière question, réponse courte s'il te plaît, c'est pas possible, mais est-ce que les politiques d'aujourd'hui ont conscience de ces enjeux de demain ? Aussi bien sur les investissements, sur les nouvelles demandes qui vont être absolument colossales, sur cette géopolitique de l'énergie qui demande quand même beaucoup de diplomatie. On a quelques histoires avec des pays africains, mais on a également aussi, on va devoir aussi composer avec un Bolsonaro qui a trouvé d'énormes réserves de pétrole. Et quand si le pétrole revient à $100, ses réserves en deep, parce que là on parle de 6000 mètres de haut et 2500 mètres de couche présalifère, là à $100 ça devient viable, à 50 ça ne l'est pas. Donc il va falloir composer aussi avec un type comme ça. Est-ce que les politiques d'aujourd'hui en ont conscience de ça? Alors, ça dépend des pays. C'est-à-dire que derrière, on parlait des Chinois. Les Chinois, ils sont dans une logique de façon de planification à 30 ans, 50 ans. Oui. Et donc, ils ont déjà intégré effectivement les enjeux importants qu'ils avaient pour pouvoir garantir un accès à l'énergie par rapport à leurs problématiques de développement. Ils ont piloté ça, en fait. Ils ont piloté ça. Oui. Du côté nord-américain, en fait, on sait depuis toujours que il y a un vrai enjeu de puissance en fait sur l'indépendance énergétique, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en dépit en fait d'un prix de revient supérieur au cours du pétrole, je dirais, les politiques font que on continue à garder viable artificiellement l'exploitation du pétrole de roche-mère, parce que ça permet aux États-Unis de justement s'affranchir des risques de tension, notamment avec les pays du Golfe. Après, en ce qui concerne l'Europe, on commence à s'en rendre compte. Déjà parce qu'en fait, petite visite sympathique, on commence à s'en rendre compte déjà parce que la mer du Nord, elle commence à se tarir, d'une part, que l'exploitation du charbon, on ne se l'autorise plus trop, et qu'on se rend compte effectivement que l'éolien et le solaire ne font pas tout, et donc il y a une vraie stratégie en fait à avoir. Après, les questions, c'est là où il y a encore des désaccords et où il faudra justement trouver des synergies et des positions communes. C'est effectivement pas seulement dans la relation qu'on a avec les pays du Golfe, je parle Qatar, Arabie Saoudite, mais qu'on essaye de maintenir aussi. Enfin, si l'Angleterre a de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite et si la France a de bonnes relations avec le Qatar, c'est aussi parce qu'on est conscient des enjeux énergétiques qu'il y a derrière. Et aussi, il y a les enjeux avec la Russie. Parce que, je dirais, là où les Américains vont finalement forcer l'Europe à couper ce lien historique, parce qu'ils ne veulent pas en fait notamment une Eurasie aussi unifiée, parce qu'il y aura un risque à ce moment-là en termes de rapport de puissance par rapport aux États-Unis. Et comme les États-Unis, eux, n'ont pas le problème d'indépendance énergétique, ils vont avoir tendance à mettre pression donc, sur l'Europe pour pouvoir couper ce lien, mais il faut se rendre compte que parallèlement à ça, l'Europe a besoin de ce lien, parce que aujourd'hui, 40% du gaz qu'on utilise en Europe, voire et ça, plus, c'est sécurisé, est encore du gaz russe, bien sûr, et qu'on ne sait pas faire sans. Oui, tout à fait. Parce que derrière, il y a tout un tas d'infrastructures qui ont été construites. Donc être politicien aujourd'hui, il faut composer entre des droits de l'homme, de l'énergie, des échanges commerciaux, tout un tas de choses comme ça. Macron veut reprendre un dialogue avec Poutine, et c'est pas pour rien non plus, parce que d'abord on a une histoire avec eux, eux ils sont plus européens que la Turquie par exemple, mais en même temps ils nous fournissent en gaz. On peut dire aujourd'hui que l'Europe, dans les grandes puissances, est celle qui a le moins de réserves énergétiques sous le pied. Donc, en excluant la Russie. En excluant la Russie, justement. Oui, il faut bien être... Et donc, elle sera obligée, dans sa stratégie, d'intégrer en fait des logiques d'alliance avec d'autres grandes puissances qui, elles,
ont des capacités énergétiques. Et pour l'instant, ça avance en ordre dispersé. C'est Et chacun pour soi. Et pour l'instant, c'est chacun pour soi. Ouais. Et on ne sait pas encore trop, effectivement. Je ne pense pas que l'Europe puisse compter sur les États-Unis là-dessus. Et après, on ne sait pas encore, effectivement, quel jeu l'Europe pourra jouer avec la Russie, Oui. avec le Moyen-Orient, Exactement. et en collaboration ou Ouais. en opposition avec la Chine, Oui. selon les cas. Donc on va avoir encore de belles heures de géopolitique de l'énergie, un peu tendues. De toute Ça façon, risque d'être très intéressant. ça fait 150 ans que la géopolitique elle est tirée par des problèmes énergétiques. Oui. Depuis, Parce que sans effectivement, énergie, il n'y a pas d'activité humaine, entre guillemets. Voilà. Depuis qu'on a commencé à doper notre révolution industrielle Exactement. avec l'utilisation d'énergie très concentrée, et c'est ce qui a tiré en fait les relations géopolitiques au cours de ces 150 dernières années, et c'est pas fini parce qu'on s'aperçoit que, comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas continuer à évoluer, à créer de plus en plus de valeur sans cramer les ressources pour lesquelles il y a besoin d'énergie. Et on n'a pas de modèle sous la main pour le remplacer. On n'a pas de modèle sous la main pour le remplacer parce que aujourd'hui, je dirais, le potentiel notamment sur la fusion nucléaire, il reste encore à horizon 50, 100 ans. Oui, il faut beaucoup de développement encore. Voilà, on a des. Alors il y a quelques pistes, mais je dirais avant qu'il y ait une utilisation industrielle, ça sera très compliqué et très long. Voilà. Michel, pardon, Jacques. excusez-moi. La nuit était très courte parce qu'il y a eu beaucoup de travail la nuit dernière. Cher Jacques, mille merci pour tes éclairages. Je pense qu'on va en reparler parce que c'est absolument passionnant. Il y a beaucoup de rebondissements aussi. Je pense qu'on peut compter sur Bolsonaro pour venir, parce qu'apparemment ses réserves seraient colossales. Donc je pense qu'il va venir un petit peu bousculer tout ça. L'Iran joue un rôle central dans cette affaire. L'Iran est très proche de la Russie et de la Chine. Donc on va avoir un petit... Le Venezuela aussi. Le Venezuela, les plus grosses réserves de pétrole du monde. On l'oublie de le dire. Presque. Alors, c'est pas tout à fait les plus grosses, c'est les deuxièmes plus grosses. Alors pour l'instant, l'AIE nous dit encore que c'est les plus grosses. C'est les plus grosses en valeur Prouvé brute. probable. Oui. Si on tient compte en fait, comme c'est du pétrole extra lourd, de l'énergie à injecter pour pouvoir récupérer en fait l'énergie contenue dans ce pétrole, en net, c'est les deuxièmes derrière en fait derrière le Golfe. Exactement. Et donc en fait tout ça fait que c'est pas pour rien qu'il se passe des choses au Venezuela, qu'il se passe des choses en Iran. Voilà. Donc c'est pas pour rien que les États-Unis bizarrement sont derrière. Donc il va se passer beaucoup de choses. Est de retour à cause de ça. Exactement. Donc on a encore plein de sujets à parler. Ouais. Merci beaucoup Jacques. Merci pour ta contribution. À très bientôt. À très bientôt.